Ce pays non seulement s'est assis à table, mais a payé l'intégralité de la somme due sur la sentence, plus les intérêts. Mon nom est Fabio Trevisan, je suis avocat à Luxembourg depuis maintenant 30 ans. Je suis un des associés fondateurs du cabinet BSP, Bond Station Partners. Nous sommes un cabinet intégré, full service, avec aujourd'hui plus ou moins 110 personnes en tout. Et on est 18 associés et nous nous adressons à la communauté d'affaires à Luxembourg et à toute personne qui a des intérêts, qu'ils soient financiers ou commerciaux, à Luxembourg. Nos clients sont principalement des institutions financières, des sociétés holding, des entrepreneurs, des family office qui structurent les avoirs de leurs clients à partir de Luxembourg, mais également des start-up, des sociétés qui sont par exemple des fintech, qui utilisent le Luxembourg d'un point de vue réglementaire pour sa souplesse dans la réglementation de la matière des sociétés financières. Et nous faisons un service que nous voyons comme holistique, c'est-à-dire que nous prenons l'entreprise ou l'entrepreneur de manière globale en main pour le suivre de la création de sa société jusqu'à la vie de la société. Bien évidemment, le droit du travail est également très important puisque l'entreprise croît, a besoin d'employer des personnes, parfois de s'en séparer. L'entreprise a évidemment des questions fiscales, a des bilans à préparer parfois qui demandent une certaine expertise. Il y a également beaucoup de clients qui sont à Luxembourg mais qui sont basés ailleurs et où il faut donc interagir avec les cabinets étrangers. Nous avons un réseau très important de cabinets dans le monde entier avec lesquels nous interagissons tous les jours, qui soit s'adressent à nous parce qu'ils ne sont pas présents au Luxembourg, soit nous nous adressons à eux parce que notre client a une problématique dans leur juridiction. Et ça, c'est aussi un élément très important qui, je pense, et on le pense, nous distingue des autres cabinets, c'est que nous avons cette fibre internationale. Nous avons le réseau qui est le réseau de chacun des associés et que nous utilisons, que nous mettons à fruit de nos clients afin de trouver le meilleur partenaire dans chaque pays et vice-versa. Les cabinets étrangers savent qu'ils peuvent se compter sur nous comme étant un cabinet indépendant qui n'a pas de lien dans leur pays d'origine et qui nous permet donc de les servir au mieux et de sélectionner les capacités dans chaque pays, puisque nous connaissons le tissu juridique dans beaucoup de pays, certainement pas dans le monde entier, mais là où nos clients sont présents et où là où il est important d'apporter cette expertise. Bien sûr, l'arbitrage est un mode de règlement des différends privé, c'est-à-dire que les parties choisissent de ne pas confier la résolution de leur litige à un tribunal étatique, mais décident, via leur consentement qui peut être exprimé soit dans un contrat avant même que le différend naisse, soit à un moment où le différend est né par un compromis d'arbitrage, de soumettre le règlement de ce litige à un tribunal arbitral ou à un arbitre unique. Les deux sont possibles. Et ce qui est possible aussi, c'est qu'il y a différentes possibilités, c'est qu'il y ait soit un panel de 3 arbitres, soit un arbitre unique, qui décideront du sort de ce litige. Les parties peuvent choisir la loi applicable, peuvent choisir la procédure qui va s'appliquer, peuvent choisir le lieu où l'arbitrage se déroulera, et donc où la sentence sera émise, et peuvent également donner un délai au tribunal arbitral afin de rendre la sentence. Alors le Luxembourg se propose, avec son centre d'arbitrage qui est rattaché à la Chambre de commerce, de fournir l'assistance aux parties afin d'organiser leur arbitrage et de faire en sorte qu'il y ait un secrétariat qui va s'occuper du côté logistique, c'est-à-dire initialement de recueillir la demande, d'en informer la partie adverse et de procéder à l'instauration du tribunal arbitral. Typiquement, la partie qui demande l'arbitrage nomme son arbitre, ensuite la partie qui est la partie défenderesse a un délai pour
elle-même nommer son arbitre, et les deux arbitres nommeront le président du tribunal arbitral. La Chambre intervient à différents niveaux. Elle vérifie qu'il s'agit bien de personnes qui sont qualifiées et qui sont indépendantes et font signer des déclarations d'indépendance pour être certain que les personnes sont suffisamment détachées des parties et ne risquent pas d'avoir un intérêt à juger dans un sens ou dans l'autre. L'indépendance est très importante pour les arbitres. Et ensuite, il y aura le règlement de la procédure qui passera par le centre d'arbitrage et, in fine, le centre d'arbitrage mettra à disposition des salles d'audience pour que l'arbitrage puisse se tenir. À la fin, la sentence sera rendue par les arbitres et distribuée aux parties par le secrétariat qui certifiera par exemple la date de notification et qui facilitera ce process. Donc le Luxembourg a plusieurs avantages. D'abord, c'est un petit pays où il est plus facile peut-être d'organiser un arbitrage, et c'est un pays qui est multiculturel. Vous avez toutes les nationalités, toutes les sensibilités linguistiques qui sont représentées. Vous avez des cabinets d'avocats qui sont très développés à Luxembourg et qui sont à même de traiter les dossiers dans différentes langues et sont habitués à gérer aussi différents droits, puisque nous sommes confrontés tous les jours à des problématiques transnationales. Et il y a aussi un avantage certain, ce sont les coûts par rapport à une place comme Londres ou Paris, où traditionnellement les centres d'arbitrage sont plus chers, l'immobilier est plus cher, les hôtels sont plus chers, et nous avons donc déjà un avantage, par exemple pour les arbitrages qui ont des enjeux peut-être mineurs, où l'arbitrage pourrait sembler disproportionné. Le Luxembourg peut certainement apporter un avantage. Nous avons un autre avantage récent, c'est que depuis l'année passée, nous avons une nouvelle loi qui a été passée par le Parlement luxembourgeois sur l'arbitrage, qui modernise l'institution, qui apporte des solutions nouvelles, qui apporte des clarifications sur le rôle du juge, par exemple, avant et pendant l'arbitrage, qui peut venir donc aider les parties, aider les arbitres qui n'ont pas certains pouvoirs afin de faire en sorte que l'arbitrage se passe correctement. Et ensuite, il y a le côté exécution de la sentence arbitrale, qui d'ailleurs s'applique non seulement à une sentence luxembourgeoise, mais à toute sentence, puisque le Luxembourg fait partie de tous les traités, dont le traité de New York est le plus important, afin de reconnaître les sentences arbitrales. Et donc cette exécution est aussi parfois facilitée par la possibilité notamment de faire des saisis-arrêts sur base de cette sentence auprès de différentes institutions financières, banques ou sociétés, tiers détenteurs d'actifs des débiteurs. Et ça, c'est aussi un avantage non négligeable. Traditionnellement, l'arbitrage commence historiquement pour régler des différends commerciaux surtout. Et c'est là où il y a un gros essor, parce que, et maritime d'ailleurs, c'est aussi très répandu dans le secteur maritime, parce que c'est un mode de règlement des litiges qui est tout d'abord confidentiel, et ça peut beaucoup intéresser des entreprises qui ne veulent pas, d'une part, dire qu'il y a un litige, ensuite que le contenu de ce litige qui pourrait porter sur des données sensibles soit publiquement discuté en salle d'audience. Ça, c'est un gros avantage. Ensuite, il y a aussi le délai. Parfois, devant les tribunaux, il peut y avoir des délais plus importants, alors que les parties dans un arbitrage peuvent indiquer que le litige devra être réglé plus rapidement, en indiquant des délais qui doivent être évidemment des délais réalistes, mais qui permettent aux parties d'arriver à une solution plus rapide. Et ça, c'est un autre avantage. J'en ajouterai un troisième, c'est la flexibilité de la procédure. On peut, par exemple, même si le contrat sera soumis à la loi d'un certain pays, dire que les règles de procédure qui s'appliqueront seront des règles plus souples, par exemple, qui permettront l'audition de témoins et l'interrogatoire de témoins à l'audience, ce qui, dans un pays de droit civil,
n'est en général pas possible parce que c'est le juge qui détermine s'il veut entendre un témoin, et s'il veut l'entendre, c'est le juge qui va poser les questions, et il n'y aura pas de cross-examination qui sera possible. Oui, alors effectivement, l'arbitrage souvent, et d'ailleurs comme dans un procès aussi commercial normal, a besoin d'experts externes, et là aussi les parties peuvent être créatifs dans la mesure où ils peuvent adopter le modèle d'expertise contradictoire par lesquels chaque partie nomme son expert, et ensuite les experts rendent leur rapport, et ensuite, comme dans un pays de common law, les experts travaillent pour arriver à déterminer quelles différences existent dans leur point de vue, dans leur façon d'aborder la thématique, et donc on arrive à une expertise qui n'est pas faite par une seule personne, mais qui met en exergue les vraies différences des techniques utilisées, et permet au tribunal arbitral de se faire une idée beaucoup plus complète et holistique de la question technique. Et ça, c'est un autre avantage qui dérive donc de la souplesse des règles procédurales. Évidemment, la possibilité existe aussi que le tribunal arbitral nomme son propre expert. Tout ça, c'est possible. Ce que je veux dire, c'est que la palette est infinie. Alors, les bonnes pratiques, c'est de se poser les bonnes questions avant d'insérer une clause arbitrale. Très souvent, j'ai vu des clauses arbitrales dans des contrats où les enjeux étaient inférieurs au coût d'un arbitrage. Donc ça, évidemment, ça pose problème, parce que si on a une clause arbitrale, il faut la respecter. Et évidemment, d'un point de vue économique, c'est pas quelque chose de souhaitable. Ça, c'est la première question. Donc, se poser les bonnes questions en amont. Ensuite, quand on a déterminé qu'on veut une clause d'arbitrage, par exemple parce que c'est une matière très technique, parce qu'on veut que la résolution du litige soit plus rapide, comme dans la construction, très souvent on veut des décisions rapides pour que le chantier puisse avancer, typiquement. Et bien là, c'est de se poser la bonne question sur quel expert ou quel arbitre je veux. Et donc déterminer déjà dans le contrat une liste d'experts ou une liste d'arbitres qui sera utilisée pour choisir cet arbitre. Parce que sinon, on risque de perdre un avantage, et si c'est une matière très technique, on veut que l'arbitre soit déjà à connaissance de l'industrie dont on parle. Et donc ça, c'est une autre chose très importante, parce que souvent j'ai vu les parties nommer quelqu'un qui n'était peut-être pas la meilleure personne pour ce type de litige, qui était peut-être quelqu'un de très compétent, mais pas suffisamment versé dans la matière. Oui, donc l'arbitrage est tellement flexible et permet tellement d'être créatif que je recommande toujours de se poser les bonnes questions et d'utiliser évidemment l'avocat qui a l'expérience en arbitrage pour faire un mix des points qui intéressent des différentes règles de procédure, et même créer des règles ad hoc, ce qui est tout à fait possible, afin d'arriver au meilleur résultat et dans le temps le plus bref possible, pour être certain que on est ce qu'on veut, quelque chose d'efficace, quelque chose qui soit rapide, et quelque chose qui permette aux parties d'aller directement au cœur de leurs différends, sans devoir expliquer aux arbitres comment un immeuble est construit. Et ça, c'est quelque chose qui est très très important, parce que sinon on passe à côté d'un avantage de l'arbitrage. Donc, le Luxembourg est souvent utilisé dans le cadre d'exécution de sentences arbitrales pour une raison assez simple, c'est que les saisie-arrêts peuvent être faites sur base d'un titre tel une sentence arbitrale, de manière tout à fait directe. C'est-à-dire qu'on confie à l'huissier la mission de pratiquer saisie-arrêt auprès de tiers. Ces tiers peuvent être toutes les banques, par exemple, présentes à Luxembourg. Mais ça peut être évidemment aussi des sociétés qui détiennent des avoirs du débiteur. Et une des particularités est que quand je pratique ma saisie-arrêt, même si c'est par exemple contre un État, dans certains pays, comme en France, il me faut une autorisation d'un juge. Et bien, à Luxembourg, ce n'est pas le cas, c'est un contrôle qui est fait a posteriori. Et donc, d'abord, je procède à ma saisie,
via justement la signification d'une saisie-arrêt auprès des tiers, et les avoirs, à partir de ce jour, s'ils existent évidemment, sont bloqués. Ensuite, s'installe dans les 8 jours une action en validation de cette saisie-arrêt, qui évidemment va prendre plus de temps. Ceci évidemment crée, même si je ne sais pas, moi, créancier, puisqu'il a le secret bancaire, je ne sais pas si j'ai saisi des avoirs ou pas. Si j'ai saisi des avoirs, j'aurai évidemment une réaction du débiteur qui se voit les comptes bloqués. Et ça m'amène à un exemple que je peux vous apporter qui date de l'année passée, où on exécutait contre un pays souverain une sentence qui n'était pas payée depuis 5 ou 6 ans. L'État se refusant à payer, comme il arrive de temps en temps. Et nous avons donc, sur mandat du client, saisi toutes les banques luxembourgeoises, sachant que ce pays avait des émissions obligataires au Luxembourg. Eh bien, ça n'a pas manqué. 3 mois après, ce pays non seulement s'est assis à table, mais a payé l'intégralité de la somme due sur la sentence, plus les intérêts. Parce qu'évidemment, quand vous avez la possibilité d'avoir le levier de la saisie, vous pouvez prétendre évidemment à ce que l'intégralité de votre créance soit payée, et évidemment les intérêts étaient prévus par la sentence elle-même. Et comme il y avait plusieurs années, la somme était quand même assez importante, ne fût-ce que pour les intérêts, et nous avons insisté sur les frais également, puisqu'il n'y a pas de raison que quand un débiteur se refuse sans rime ni raison de payer la sentence, tous les accessoires ne soient pas payés également. Donc c'était un bel exemple de ce qu'on peut faire, et finalement avec des frais qui sont raisonnables.